Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette 40e émission de votre rendez-vous hebdomadaire, le Grand Forum. Nous sommes à nouveau là pour quelques minutes, on va dire des dizaines et des dizaines de minutes. Peace and Love, le DDJ signe l'une de ses plus belles unes avec le boss player en face de ses autres comparses, on va dire ça comme ça. On a heureux de vous retrouver, chers aînés. Je vois que vous n'êtes pas venus les mains vides. Et il faut rappeler qu'ils sont venus avec des tableaux. Ils sont venus compléter les tableaux de l'exposition qui est relancée au Palais de la Marina. Et sur ces tableaux-là, on a Rika Madougou, on a Joël Aïvo et on a Léadi Soglo. Donc, ces trois tableaux figurent donc Katibur Sadagbe. Commentons le regard de Léadi. Non, on ne va pas commenter le regard de Léadi parce que son coup seul sur le tableau suffit à dire. Andy, non, c'est ce qu'il rêve. Mais parce que moi j'ai remarqué, c'est pourquoi c'est Yahi qui tient Joël et Rikia et Soglo qui tient Léadi. Non, Soglo, c'est son fils. Ouais, vous êtes méchant au DD. Chacun a... Moi, je suis privé de commentaires. Voilà. Non, mais tu es interpellé. Le menu de cette émission, ce sera donc Yahi chez Talon, une deuxième visite. Pourquoi? Et en thème 2, nous aurons la Cour des comptes, stop et fin de l'épisode qui a démarré la semaine dernière. Et enfin, en melting pot, si le temps nous le permet, je le précise bien, on aura bien sûr Noélie Yarigo, on aura Odile, son nom c'est Arouan quelque chose, non, un truc, en tout cas c'est très difficile, mais c'est aussi une guépard Delcourt également et elle a remporté également un trophée la semaine dernière, c'était jeudi plus précisément, en île Maurice, on va dire ça comme ça, oui, île Maurice. Et Yarigo, c'était en Suède. Et enfin, on a les écureuils cadets qui nous ont fait rêver cette semaine. Nous ont fait culbuter le grand éléphant. Ouais. Un très très beau score, un 3-2, si c'est bien ça, hein, 3-2. Voilà, est-ce qu'ils ont fait rêver leurs fans? C'est bien de ça qu'on parlera. Et si encore, je le précise encore, si le temps nous le permet, on essaiera d'aller sur la sortie du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, qui était avec nos confrères de la presse étrangère, RFI, et bien évidemment Jeune Afrique. Bienvenue encore à vous. Et tout de suite, nous allons du côté du Palais de la Marina. On vous le disait la semaine dernière, le chef de l'État a entamé une série de rencontres. On avait donc le passage des anciens et présents président de l'Assemblée nationale. On avait le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et ensuite, on a eu quelques ambassadeurs qui sont passés aussi la semaine dernière toujours. Et donc, patatrac, lundi, tout le monde n'était presque pas surpris de voir Yahi Boni chez Talon. Mais cette fois-ci, à la différence de la première rencontre, on a eu un entretien plus décomplexé, plus convivial, on va dire. Et surtout, la déclaration du chef de l'État au sorti de cette rencontre-là, c'est de préciser qu'à l'avenir, on aura un cadre de concertation de plus en plus maintenant avec les anciens chefs d'État. C'est une avancée, c'est une première. On le disait assez souvent sur ce plateau déjà que depuis un certain temps, le chef de l'État montre une certaine ouverture, une certaine prédisposition au dialogue et à ce que la décrispation nationale se fasse. On va demander tout de suite, en oubliant les godasses de Yahi Boni, parce qu'il avait quand même des godasses sur son Agbada. On ne sait pas si le Agbada avait le même poids quand il est rentré, quand il est sorti, si c'était le même poids. Toujours est-il qu'on va demander à Aboubacar Takou quel est le regard qu'il jette sur cette rencontre entre ces deux présidents, amis, ennemis d'hier à aujourd'hui. Je dirais d'entrée de jeu que Richard Boni aura été un devin parce que c'est lui qui a été le premier à évoquer le thème de cadre de concertation. Évidemment, quand il le disait, des opposants durs l'avaient critiqué et aujourd'hui, je crois qu'il a eu raison. Donc, c'est de bon ton que je rappelle à nos téléspectateurs que ce fut Richard Boni avant qu'on arrive là. C'est de bon augure qu'on voit les anciens présidents aider celui qui est là de leur expérience. Et ça fait partie des fondements de la démocratie, d'un état de droit et d'une nation qui se construit.
Donc, dans un premier temps, je dirais que c'est une bonne chose. Et avec les autres questions, on pourra rentrer dans le fond pour voir les conséquences d'une telle rencontre et qu'est-ce que cela peut donner par la suite. Car c'est le plus important. Alors, on va dire que les rencontres s'intensifient au cours de ce second mandat. Au cours du premier mandat, on avait un Patrice Talon qui était focus sur d'autres objectifs. Que cette fois-ci, c'est le Patrice Talon politique, celui-là qui donne la main à l'ancienne corde pour tisser la nouvelle et qui assume. Vous en dites quoi? Alors, sur cette rencontre, je pourrais dire que il y a quand même une certaine progression. Il y a une certaine progression par rapport à la première rencontre. Parce qu'on a vu un Yahi qui, cette fois-ci, n'a pas hésité avant de s'asseoir. Il n'a pas fait le contrôle de déminage de son siège. Quand vous faites attention à la vidéo, c'est pas très important, mais bon, il faut souligner. C'est-à-dire que quand il s'est assis, peut-être que c'était un tic. C'est un tic peut-être qu'il a de façon naturelle, qui a été amplifié quand il devait aller rencontrer pour la première fois quelqu'un avec qui il était en intense inimitié. Parce que la dernière fois, il ne l'a pas fait, mais quand il s'est assis, il a dit quelque chose. Seuls les deux peuvent nous dire que Yaya a dit, et puis ils ont éclaté de rire. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il a dit un truc par rapport à... Il a dû faire une blague par rapport au siège. À tout le buzz que l'affaire de déminage. Un regard anti-mine. Voilà, a eu à faire. Et puis, et puis c'est la mise en scène. Vous voyez, le président de la République, quand même, je crois qu'il aime avoir le contrôle du début jusqu'à la fin. Quand vous voyez la vidéo, c'est comme si on a écrit un scénario. Il y avait Yahi qui était dans la salle d'attente. Donc, il s'est fait suivre, le président de la République s'est fait suivre de la caméra jusqu'au moment où il est allé le chercher. C'est un artiste. Il lui a montré le chemin. Un metteur en scène. Voilà. Et donc, les parties qui doivent être filmées ont été filmées. Ce qui n'a pas été filmé, toi tu parles de la lourdeur de l'habit à la sortie, à l'entrée, ça, c'est la théorie d'Archimède, non? Je sais pas trop. En tout cas, après, avec les godasses, il devrait y avoir un bon équilibrage. Non, je sais bien de quoi tu parles. Donc, après, il y a la... Là, elle parle de quoi? Il y a la déclaration finale. Vous voyez? De la pesanteur. Oui, quand vous écoutez, quand vous suivez la déclaration, vous voyez le chef de l'État qui... Je crois qu'il a vraiment envie d'avoir les autres à côté de lui. Et pourquoi maintenant? Non, on reviendra sur cette question. Ceci étant, nous, on ne peut faire que des supputations. Parce que nous avons souvent dit sur ce plateau que nous avons constaté, depuis décembre passé, juste avant même le procès. C'est-à-dire c'est l'épisode du procès Ricky Amadougou, Joël Aïvo, qui en fait a fait un peu chavirer les observations que nous faisions. Sinon, avant ce procès, il y avait déjà un genre de métamorphose dans la zone de procès qui a ramené un certain durcissement. C'est la zone de procès qui a fonctionné un peu comme une parenthèse. Et puis après le procès, d'ailleurs même c'est ce qui fait que quand le procès a commencé, on était encore très optimiste parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait une tendance qui avait commencé. Il y avait même eu des libérations avant le procès. Vous vous rappelez le professeur Alessandre Rontondi, oui, bien sûr. Ça avait été libéré. Donc on se disait qu'il y avait une tendance qui avait commencé. Donc il y a eu l'épisode du procès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dossier de décembre passé concernant Ricky Amadougou et Joël Aïvo, ça doit être alors finalement un dossier qui sera traité à part. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça là sera traité. Parce qu'il faut traiter tout ça d'une façon ou d'une autre. Okay. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est en train de faire, de faire la paix, tout ça, si on ne remet pas les sujets qui fâchent sur la table. Donc, je crois. Et le président Yahi a dit que enfin, je crois que lui-même, il m'avait l'air un peu contrit. Pas le Yahi Boni exubérant qu'on connaît d'habitude. Qu'est-ce que la conversation entre les deux? Il a vu le géolier du conteneur. Non, ça dit, cette fois-ci, c'est même pas ça. Il avait... Non, c'est une image forte, hein.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Bien au contraire. J'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui l'avait touché. Il y avait quelque chose qui l'avait touché. Je disais positivement. Alors, je sais que c'est quelqu'un d'émotif. Oui. Ça veut dire que ça peut être réellement quelque chose qui l'a touché. Quand ils ont parlé à deux, il y a quelque chose qui l'a touché. Et à la fin, il a dit, si sa présence est nécessaire, ils seront disponibles et tout. Okay, je crois qu'on reparlera de ça. Vous allez voir après. À 4 ans de la fin de son mandat. Moins de 4 ans. Oui, à moins de 4 ans, on a tout à fait. Depuis le 23 mai dernier, effectivement. C'est la rupture qui compte. Alors, cette nouvelle posture politique qui est faite d'ouverture, de recherche, de dialogue, d'apaisement, qu'est-ce que ça induit réellement? Ça devrait induire effectivement. Est-ce que le timing, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que ce désir-là de détendre tout de suite là? Nous avons les élections législatives en vue et comme je vous le disais, c'est la première fois que sous le président Talon, des élections seront réellement inclusives. Est-ce à dire qu'avec ça, on aura vraiment tous les partis politiques, tel que cela se joue là? Ah oui. Et pour des élections inclusives, il faut bien préparer le terrain. Et je crois que cela entre dans le cadre de la préparation de terrain. Parce qu'il faut vraiment dégeler l'ambiance. Je ne t'interromps pas, mais moi, la question, qu'est-ce qui a décidé actuellement la rupture à vouloir donner des élections inclusives? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, de mon point de vue, je n'ai pas la science infuse pour dire que je détiens la vérité de ce qui se trame. C'est une injonction internationale. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir et que vous réussissez par les couacs à ne pas voir une compétition réelle en vue, ça ne plaira pas aux gardiens du temple de la démocratie. Donc, Talon, qui veut aussi se donner une bonne conscience, avoir une bonne image à l'international, avait réellement intérêt à vivre ce type d'élection sous lui. Donc, l'injonction internationale, c'est toutes différentes formes. Et il ne faut pas sortir la queue entre les jambes, il faut régler les problèmes pour sortir la tête haute, comme il a toujours souhaité. Donc j'estime que c'est une injonction internationale qui oblige le chef de l'État à ouvrir réellement, vaille que vaille, les élections. Et c'est là pourquoi que je sens comme un chantage de la part de l'opposition qui dit, bon, si tel aspect et tel aspect ne sont pas bien revus, nous n'irons pas. C'est parce que l'opposition sait aujourd'hui que c'est ouvert et qu'ils seront présents, qui sont en train de faire ce chantage. Avant de revenir à la question, voilà, allez-y. Oui, avant de finir avec la question des élections. Oui, ce qu'on devait attendre de ces rencontres. Oui, entendre à l'issue de ces rencontres, à la fin, comme en temps de rencontre, on peut assister à ceux auxquels on a assisté récemment. Mais il y a une nuance à ce niveau. C'est bien vrai que certaines presses, y compris le Benoît Libéré, dont je suis un des rédacteurs, a écrit que c'est une bonne victoire pour Yahi. Mais c'était pour peut-être flatter le logo de Yahi. Car les gens libérés ont été les co-accusés dans le dossier Tawes. Et à partir du moment où Tawes est devenu fréquentable, qu'elle a été reçue par le chef de l'État, en temps normal, la charge, même s'il n'aurait pas été jugé, qui pesait contre ces concernés, aurait dû être levée depuis. Et... Alors, je vais rester sur ça, je vais revenir sur ça avec vous au niveau de la justice. Il y a une question que le maître Vergès, j'ai besoin de vous sur cette question-là. Alors, coïncidence de calendrier au fruit de cette rencontre-là. Si oui, est-ce à dire que le chef de l'État représente aujourd'hui la justice? Parce que cette presse dont il parle là, on dit au lendemain de ça, il y a une quinzaine de personnes qui sont libérées. Est-ce que c'est une coïncidence dans le timing ou c'est vraiment lié à cette rencontre-là? Non, jusqu'à preuve du contraire, c'est une coïncidence. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas des éléments matériels pour dire que c'est sur décision du président de la République que le procureur de la Criette, le procureur spécial a fait libérer les gens, tant qu'on n'a pas les preuves, on ne peut pas l'affirmer. Donc, on continuera de parler de coïncidence. Cependant, c'est une coïncidence qu'on peut commenter. C'est une coïncidence qu'on peut commenter et c'est normal quand je vois que c'est allé dans tous les sens. Parce que les gens estiment que c'est une conséquence de la rencontre entre Yahi et le président Talon. Mais je me dis, quand même, la rencontre a eu lieu un soir. Je crois, un soir. Et puis, donc ça veut dire que les gens n'ont pas dormi la nuit. Ça veut dire que le lendemain, déjà, on fait libérer et tout. Et aussi, l'autre question, c'est,
Yahi a été pratiquement reçu en dernière position. Parce qu'avant Yahi, il y a eu le groupe des ambassadeurs de l'Union européenne, il y a eu les présidents de l'Assemblée nationale, l'ensemble des présidents de l'Assemblée nationale, y compris le président de l'Assemblée nationale actuelle, et puis il y a le président Soglo. Et donc, je me dis, mais pourquoi c'est après le président Yahi que ça devait arriver comme ça? Non? Est-ce que c'est un message pour dire, en fait, je ne suis pas en train de vous blaguer, mais avant qu'on ne puisse faire ce genre d'interprétation, il faut d'abord avoir la preuve qu'il y a un lien réel entre cette libération-là et ces rencontres. Alors, Maître Vergès, il y a toujours quelque chose qui dérange quand on se dit que vous avez défendu plusieurs fois sur ce plateau-là que ces questions-là sont réglées par des solutions politiques et que ces arrestations-là ne sont pas des arrestations vraiment qui tiennent leur essence même de la justice en réalité. Et pour vous donner raison, on va dire, chaque fois qu'il y a ce type de rencontre-là, derrière, on a un lot de personnes qui sont libérées. Alors, on parlait tout à l'heure de Joël Aïvor, on parlait tout à l'heure de Ricky Amadougou, on n'a pas vraiment fait cas des exilés, mais est-ce qu'on va continuer d'espérer que cela va arriver? Mais comment cela situe également la justice dans tout ça? Je crois que c'est le moment de lancer une alerte à l'endroit de nos magistrats, qu'ils comprennent que dans tout pays, et depuis la création de la démocratie en Afrique, sinon l'avènement, l'exécutif a toujours voulu quand même régler ses comptes avec ceux qui le dérangent. Et l'âme idéale, c'est la justice. Donc si les magistrats, eux, se mettent dans un contexte d'être inféodés à l'exécutif, la suite, ils seront un peu dérangés dans les décisions qu'ils vont rendre sous pression. Pourquoi? Parce que tout conflit naît dans un contexte politique, finit toujours par avoir des règlements, des solutions politiques, ou de régler par des solutions politiques. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de mon aîné Bertin Covey, qui l'avait toujours défendu en disant, oubliez le cadre juridique. Je finirai pas dire qu'il y a une triptyque, Richard Boni, Bertin Covey et Aboubacar Takou. Non. C'est une forme de triptyque. Je suis analyste, j'observe, comme j'écris encore comme journaliste, je dois suivre les gens, et les gens qui véhiculent de bonnes théories ne peuvent que me toucher. Très bien. Donc, alors, malheureusement, j'ai plus le temps, mais j'ai envie de vous demander là tout de suite. On sort de ça, mais on a toujours l'impression, quand Tiburce Sadakbé en parlait tout à l'heure, on a eu les ambassadeurs, on a eu le président Soglo, on a eu les anciens présidents de l'Assemblée, mais on se rend compte que chaque fois, c'est la rencontre Yahi Boni qui met le peuple en émoi. Oui. Pourquoi c'est toujours comme ça avec Yahi Boni? Talon Yahi, n'oublions pas, il y a eu l'affaire dite d'empoisonnement et consorts qui avaient décrypté, brûlé l'ambiance à l'époque. Après ça, le même Talon revient subitement au pays et parvient à arracher le pouvoir à Boni Yahi. Une fois au pouvoir, il a réglé ses comptes avec Yahi. On n'a pas oublié l'épisode des 52 jours. Alors qu'avant cet épisode, Yahi sortait et nous, de la presse, on s'en servait pour tendre les mains un peu à Talon en disant demain, on écrit, Yahi va aller prendre du pain à Kanri. Or, Yahi, quand on disait de Talon qu'il était malade, c'est la période que Yahi a choisi pour faire du footing, du jogging, pour montrer que lui, il est en forme. Donc, il y avait de la provocation, des intrigues dans les airs. Je reste avec vous, malheureusement, je n'ai plus le temps. Je prends votre carton rapidement. Mon cadeau, c'est du verre, c'est beau. C'est du verre. Ils s'entendent. C'est vrai que nous, journalistes, on n'a pas intérêt à ce votre mot de fin pas le sujet. Non, en fait, je trouve ta question intéressante parce que, pour expliquer l'intérêt, parce que la rencontre entre le président Talon et puis le président Nicéphore Soglo s'est passée pratiquement inaperçu. Même avec les ambassadeurs, les présidents de l'Assemblée nationale et tout. En fait, c'est lié au fait que depuis 17 ans, la succession inimitié, amitié, inimitié, amitié entre le président Patrice Talon et le président Yahi Boni ont quand même été les déterminants des ondoiements de la vie sociale et politique du Bénin. Depuis, je peux dire, 2005-2006, c'est les deux. Selon qu'ils sont amis, selon qu'ils deviennent ennemis, et il y a même des gens
Il y a même des gens, je crois, qui ont bâti leur carrière. Absolument, qui militent pour que il y ait la guerre ou la paix. Qui ont bâti toute une carrière politique sur les intrigues entre les deux. C'est-à-dire les gros et les menus faucons, ceux qui n'ont pas intérêt. Et puis là, vous voyez, les colombes et les faucons. Et puis là, vous voyez, là, dans cette position de Yahi aujourd'hui, je sais que ça embête quand même beaucoup de gens qui ne savent plus trop comment se positionner en fait. Voilà, c'est dit que il faut faire maintenant du funambulisme. C'est-à-dire il faut marcher sur la corde et tout. Parce qu'ils ne savent plus trop, est-ce qu'il faut attaquer Yahi? Si vous attaquez Yahi aujourd'hui et que l'autre, le chef qui est là, comment continue de le recevoir. Quand ils se voient, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils ne te prennent pas pour témoin. Malheureusement, on a fini. Toi, tu continues d'être celui qui cogne Yahi. Si demain... L'ambassadeur Aruna, par exemple. On a fini, malheureusement. Demain, par exemple, il y a un élément d'analyse qui est intéressant. Parce que le président Patrice Talon est en train de finir en 2006 son second et dernier mandat, comme lui-même l'a dit. Alors, s'il se fait, par exemple, que la négociation de l'élection de 2026 plutôt, ne réussissent pas, doit passer aussi par un visa de Yahi. Il faut bien faire l'analyse de la géopolitique nationale. Si Yahi est toujours en jambes, il ne peut plus être candidat, c'est pas ce que je veux dire. Mais avoir un problème. Parce que vous savez qu'en 2016, le président Patrice Talon, le candidat Patrice Talon, s'est fait tenir par la main par le président Nicéphore Soglo. S'il arrive qu'en 2026, Yahi devient quelqu'un par qui il faut passer, par exemple, il retrouve en fait de l'envergure, il retrouve de l'étoffe. Et si ça doit se passer en 2026, c'est à partir de maintenant que ça se négocie. Vous allez voir que tous ceux qui ont des ambitions deviendront subitement muets quand on parle de Yahi à côté d'eux. Je prends votre carton. Bon, donc, moi j'ai fini de dire ce que je veux dire. C'est pas le tu as du rouge, non? Non, pas du rouge. Moi, du vert, du blanc, du jaune. Je donne du blanc parce que j'attends quand même de voir un peu, peut-être d'ici les élections législatives, ce que ça va être. Voilà, déjà être sûr que réellement les élections sont inclusives, que les démocrates par exemple elles le seront. Merci à vous. On arrive à la fin de ce premier panel qui a pris presque le temps du second. Donc ça va aller très vite sur le reste des deux autres panels. Alors voilà, Yahi Talon, c'est une histoire d'amour sulfureuse avec ses hauts et ses bas. On espère en tout cas, comme l'a si bien dit Tibour Sadabek, que dans les jours à venir, dans les mois à venir, d'ici janvier 2023, on verra véritablement si ce cadre de concertation qui s'instaure aujourd'hui aura de beaux jours et surtout des jours qui apporteront beaucoup plus de paix et de sérénité sur l'humeur générale du pays en lui-même. On se retrouve dans un instant pour la suite. À tout de suite. Agualanga a été la meilleure partie de notre sortie. I came for a visit at Agualand, and trust me, it's a very wonderful place, good culture, good setup, and they have the best so far in West Africa. Agualand, c'est l'univers des animaux, c'est un endroit touristique à l'intérieur même du Bénin, juste après Calavi. Vous allez découvrir des animaux en temps réel, manger en ami ou en famille. Vocês podem vir visitar, porque é lugar magnífico, é lugar perfeito. Ce que nous avons vu ici, c'est fabuleux en fait. Il faut parfois faire des kilomètres avant de découvrir tout ce que nous avons vu ici à Calavi. Very impressive to see what's growing here, to see the animal park and a lot of playgrounds, many restaurants and so on. Franchement, c'est un très bel endroit. Il y a des tigres, vraiment j'ai aimé le local des félins. Et il y a aussi le lynx qui est un animal rare, franchement c'est bien, les aires de jeu, c'est un très bel endroit. J'ai été vraiment ému. Partout où je suis passé, ça a été bien. Faites massivement le déplacement. Invitez tous vos amis, venez en famille avec tous les enfants. Il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a un zoo, parc d'attractions, il y a des bars, il y a des restaurants pour manger bio. Il n'est pas interdit à qui que ce soit de venir ici. Cette journée, nous avons choisi de la faire à Agualand. Parce que Agualand est un pôle touristique majeur dans la sous-région aujourd'hui.
fantastique, super. Je recommande à tout le monde de venir nombreux parce que ça vaut vraiment le coup. On n'a rien du tout à envier aux Occidentaux. On a tout ici. C'est impeccable. Il y a la rigueur. L'équipe est vraiment de choc. Venez visiter. C'est ce qu'il faut. Et ça, c'est un joyau pour le 229. Nous sommes de retour et nous nous installons à la Cour des comptes et nous nous demandons si c'est stop et fait enfin de ce feuilleton-là. Nous avons tous suivi la semaine dernière l'apparition dans le domaine public d'un audit sur la gestion des fonds Covid et les quelques irrégularités que la Cour des comptes reprochait aux acteurs qui ont géré en particulier le ministère des Finances. Suite à une conférence de presse intervenue hier et animée par les ministres de la Santé, de l'Économie et des Finances et du porte-parole du gouvernement, on découvre dans la même journée un autre communiqué de la Cour des comptes qui se ressaisit, mais non sans reprocher un point fondamental aux acteurs. Que dites-vous de ce feuilleton, Tibour Sadale? Ah, mais c'est un feuilleton, je peux dire intense, qui heureusement n'a pas duré. Heureusement n'a pas duré, parce que, comme on le disait le jeudi passé, on s'est dit, mais la Cour qui, dans son premier rapport, a dit clairement qu'il y avait un ensemble de documents, de justificatifs qui ne figuraient pas dans le rapport que lui a envoyé dans un premier temps le ministère des Finances, et que le ministère des Finances s'est justifié dans le premier rapport de la Cour. Le rapport a fait tout le point. Et c'est que la Cour a dit, malgré les justificatifs du ministère, la Cour était revenue encore dire, malgré ça, nous ne sommes pas satisfaits. C'est-à-dire, je présente la situation de façon schématique et tout. Donc, on a fait le débat la dernière fois. Et puis, ça fait quand même peser un certain malaise sur la crédibilité de tous les gestionnaires qui ont touché à ces fonds Covid et qui ont paru avoir pris le virus dans les poumons et tout. Donc, à un moment donné, il fallait que quelque chose éclate. C'était une pluie, le ciel était noir, il fallait que ça donne une pluie. Donc on a eu la pluie est arrivée avec la sortie du ministre des Finances disons même le ministre des Finances, parce que le ministre de la Santé, ça n'intéresse plus trop les gens. Et on a vu quand même la très mauvaise humeur du ministre des Finances sur l'affaire. Voyez. Et donc, hier soir, la surprise de tout le monde. Alors, quand vous parlez justement de la mauvaise humeur du ministre des Finances, moi, c'est une partie quand même qui m'interpelle lorsque je suis cette conférence de presse. Je vois le ministre des Finances qui dit il y a des aspects que nous, on a entrevus, que la Cour des comptes n'a pas entrevus. Une posture, même où on a l'impression que c'est des leçons qu'on donne à la Cour des comptes. Et j'ai envie de me demander, la Cour des comptes est au-dessus du ministère des Finances, ou c'est le contraire? Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait des leçons qui étaient quand même des leçons de déontologie financière et économique qui étaient données à la Cour des comptes. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Puisque après cette sortie du ministre des Finances, la Cour elle-même vient dire, bon, ok, ça va. Donc, enfin, c'est pas... Non, mais pas... Elle sort, mais elle ajoute quand même qu'ils auraient quand même pu sortir les documents plus tôt. Au moins ça. Si on avait été dans un pays un peu sérieux, 90 jours, l'Assemblée nationale se serait déjà saisie, auto-saisie. Il y aurait eu des commissions d'enquête. On aurait cherché à comprendre. Ce qui fait que c'est... la Cour a coupé l'herbe sous les pieds de tout le monde. Absolument. C'est comme si quelqu'un vient se plaindre. Et puis toi, tu sautes dans le dossier, tu veux en faire toute une montagne, et que derrière, la personne te dit non, c'est bon, c'est réglé. Alors que toi, tu t'étais déjà lancé. En fait, la Cour elle-même dit maintenant c'est bon. Maintenant, si la Cour dit que c'est bon, qu'est-ce que toi tu... Pourquoi tu veux dire que c'est pas bon? D'accord. La Cour a dit c'est bon. À quoi dit que c'est bon? Mais il faut remarquer que la Cour aurait même pu sortir son rapport définitif, mais sans faire un communiqué de presse. Absolument. Mais pourquoi le communiquer? Il faut bien comprendre que la Cour elle-même s'est mise dans une dynamique de communication. Ça veut dire qu'il y a une crise que la Cour elle-même a participé à régler.
Moi, c'est ma lecture. Alors, je crois que vous avez suivi mes préoccupations, vous avez suivi mes presque des inquiétudes de savoir exactement du positionnement du ministère d'État de l'économie et des finances et de la Cour des comptes, qui est censé normalement voir ce qui se fait et si l'orthodoxie même des chiffres est respectée. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on ait assisté à tout ce micmac qui donne in fine l'impression que, comme pour essayer d'éteindre un feu, la Cour finit par sortir pour dire, bon, j'ai peut-être alimenté la pagaille, mais non, je viens remettre un peu d'ordre, mais non, sans dire que quelque chose n'a pas marché. Je crois qu'on se noyait dans un verre d'eau. Il n'y avait pas payé à la demeure. Dans une piscine vide. Dans une piscine vide. On se noyait dans la célèbre formule d'Aboubacar Takou. Ça, c'est vieux, ça du passé. Donc, je disais qu'on se noyait dans un verre d'eau parce qu'il n'y avait pas payé la demeure. Pourquoi? Parce que il sera quand même trop bizarre que celui qui a eu, comment je vais appeler, qui a eu l'initiative de la publication du rapport ait publié quelque chose qui va à son encontre. Donc, c'est la dénonciation qui allait très vite. C'est-à-dire, on a fait une dénonciation sans comprendre le BABA en matière d'audit. Vous oubliez quelque chose? Le ministre d'État, Romain Wadaï, je crois qu'il doit être un auditeur de formation. Donc, il connaît bien les rouages de l'audit. Parce que, d'un point de vue, je crois que si j'ai bien lu un récent document, en matière d'audit, l'audité est saisi d'un premier rapport, lequel interpelle... Aboubacar Takou, oui, j'ai lu cet argumentaire. Moi, je vous pose une question plus simple encore. Oui, quand on entend, par exemple, le ministre dire qu'il a autorisé la Cour des comptes, est-ce que c'est au ministre d'autoriser la Cour des comptes? Non. Donc, en tant qu'auditeur, même quand vous me dites, bon, est-ce que c'est un auditeur? Il y a des choses qui dérangent. Vous il y a savez, des choses... Dans le parler, parfois, certains mots vous échappent. Ah d'accord, donc pas son intention. D'accord, il ne lui appartient pas d'autoriser la Cour, non. Il a fait ce qu'il doit faire, mais alors, mettre les informations à la disposition quand la Cour fait par exemple des recommandations et qu'il trouve ces recommandations contestables, est-ce qu'il n'y a toujours pas un problème? Très bien, non. En matière d'audit, je disais tantôt, il fallait me laisser... Non, laissez-moi finir. Il y a une matière d'audit. L'auditeur, à un niveau, présente un rapport à l'audité pour qu'il apporte des clarifications. Dans cet aller-retour, ce n'est souvent pas clément. Il peut y avoir d'achoppement. Donc, laissons la vérité s'exprimer. Et comme la Cour a vu que, bon, nous avons au Bénin voulu faire du feu là où il y a de l'eau, ce qui est impossible. Non, à ce niveau, quand Tibiu Salabé dit de toutes les manières, ceux qui ont allumé le feu sont venus éteindre le feu. Ce n'est pas en soi. La presse qui a voulu coûte que ce n'est même pas en soi ce qui me dérange. Mon dérangement se situe au niveau de la conférence de presse, des mots, et que ça positionne dans nos têtes l'essence même de l'existence de la Cour des comptes. Non, nous avons la voulu Cour des comptes est finalement les propos du ministre étaient assez clairs quand même. Oui, mais attends, quand il dit la Cour me fait des recommandations que je du faux. Ce qui voulait accuser sur un truc léger. Il est évident qu'il soit un peu... Finalement, on a droit à un super ministre qui... Non, on reconnaît que nous avons là un ministre quand même d'une facture enviable. Non, moi, je ne suis pas très à l'aise, comme je le dis, dans ce débat, parce que c'est comme je vous le dis, c'est le plaignant. Le plaignant. Non, attends. Le plaignant, c'est la Cour des comptes. Le plaignant, c'est la Cour des comptes qui dit quelque chose n'a pas marché, les données ne nous sont pas parvenues. L'auditeur a cette... Non, permets-moi de finir. Le plaignant, c'était la Cour. Et c'est d'ailleurs pour ça que le ministre des Finances a réagi. Quand tu écoutes le ministre des Finances... En apportant les éléments. Donc effectivement, il y avait une plainte. Il y avait, je dis plainte en guillemets. C'est pas plainte. Non, donc tu peux me trouver le mot. Mais il y avait quand même que la Cour n'était pas d'accord. Ok. Mais le problème, c'est que pendant que tout le monde saute dedans et qu'on veut défendre la veuve et l'orphelin, la Cour... qui en principe... Non, la Cour a déjà reçu les éléments qu'elle attendait.
Oui, mais donc oui, ça veut la dire Cour, mais même malgré cela, la dernière phrase du communiqué est claire. Si je dis que une banque à vos allégations, à vos dénonçations. Oui, mais même là, aussitôt, oui, Aboubacar Takou, mais même là, la Cour ne se démonte pas. La Cour dit quelque chose n'a pas marché, puisque je vous recommanderai les prochaines fois de nous servir les justificatifs à temps. Est-ce que nous faisons le vrai débat sur cette question? C'est-à-dire que la Cour est dans sa procédure. Qui a rendu public alors? Ça veut dire qu'on n'avait pas encore un rapport qu'on pouvait rendre public. Oui, c'était pas un rapport définitif. Et toi, tu nous as dit la dernière fois que c'est le ministère des Finances qui a rendu rapport inachevé. Non, pas inachevé. C'est un rapport provisoire. Non. C'était définitif. C'était bien écrit définitif. Je suis convaincu que on va s'en sortir dans ce débat. Oui, je suis convaincu que nous sommes dans un verre d'eau. On se noie dans un verre d'eau. Non, c'est pas payer la demeure. Non, c'est même pas qu'on se noie. Laisse ça. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Je ne sais pas si quelqu'un a voulu nuire, soit à la Cour, soit au ministère des Finances. Et pour quelle raison? On ne sait pas. On sait que le ministre des Finances a fait sa sortie la dernière fois sur RFI, où j'ai lu un compte-rendu qui quand même était très pernicieux, parce qu'un compte-rendu a circulé rapidement, et dans le compte-rendu, vous sentez que le ministre des Finances assumait ses ambitions présidentielles. Quelqu'un a fait un compte rendu comme ça? Non, ça c'est de l'invention. Oui, c'est ce que je dis. Nous sommes capables de tout au Bénin. Donc tu vois, moi je fais un lien. Moi je vois les enchaînements. Le problème n'est pas la Cour. Mais pourquoi un rapport donc qui pourrait être considéré comme un échange en interne entre la Cour et le ministère des Finances dans cette période-là, où l'histoire de succession de 2026 de Dauphina et le lendemain ça circule. Toi tu as bien compris. Voilà, c'est ce que je dis. Tu as compris. C'est pourquoi je dis que si il y a le timing, voilà, le timing, que ça n'a pas été orchestré quelque part pour ça, on les déclarations du ministre et tout, on peut laisser le vrai débat. Mais est-ce que quelque part, si tel est le cas, ça veut dire mais est-ce que quelque part le ministre des Finances il n'a pas prêté le flanc à cela aussi? Est-ce qu'il n'a pas prêté le flanc à cela? Il doit bien savoir que ce genre de choses vont se multiplier. On ne peut pas plaindre quelqu'un. Oui, il faut avoir le dos large. On ne peut pas plaindre quelqu'un qui est supposé avoir le gabarit pour être président de la République. Son tort, donc, en fait, le truc, c'est que tu es garçon, tu es garçon. Oui. Dès lors que les choses, il faut que tu... Dès lors que tu es dans cette... Je reste avec vous, M. Sadagbe, pour prendre votre carton. Vous allez conclure avec moi. Je prends votre carton rapidement. Sur cette sortie, sur ça, moi je dis, le ministre des Finances, il faut qu'il sache qu'il va recevoir des coups. Et que c'est même normal. S'il ne reçoit aucun coup, ça veut dire que personne ne le prend au sérieux. Il est armé pour y répondre. Ah oui, il est armé. Non, si Abou, il est armé. Vous donnez quel carton? C'est tout. Vous donnez quel carton à ce feuilleton? Non, j'ai du mal même à donner un carton parce que j'ai le sentiment que le débat me met ailleurs. C'est-à-dire que certainement que le ministre des Finances sait déjà ce qui s'est passé. À propos de ce va-et-vient de rapport et tout, il y a un truc qui s'est passé et que nous ne savons pas, qu'on peut soupçonner. Et hélas, on ne peut pas faire plus que ça. On part sur le neutre. Oui, le neutre. Alors, en espérant que bientôt concluez, M. Berger. Je crois que j'ai de la peine que cette affaire de rapport de la Cour n'ait pas débouché sur une vieille affaire qu'on devra tôt ou tard clarifier. Le rapport d'audit contre Kobe Kounché. Kobe Kounché, me semble-t-il, n'a pas bénéficié de cette présomption d'innocence. Parce que quand l'auditeur finit ses travaux, il envoie à l'audité un premier rapport. Donc il ne publie pas. Oui, qui interpelle tu comprends ce que ce dernier et lui apporte des clarifications. Les éléments de... Kobe Kounché, ma foi, n'a pas eu droit. Kounché. Très bien. Bon, je dirais Kobe simplement. N'a pas eu droit à cette présomption d'innocence. Et son rapport, d'après ce que nous avons vu, entendu, lorsque les travaux ont été effectués, eh bien, l'auditeur a balancé ça et on l'a pris maintenant pour une Bible. Absolument. Et c'est sur cette base qu'il a été jugé, en fait, publiquement. Donc, en parlant en portant à la face du monde cette affaire d'échange entre l'audité et l'auditeur, on jetait quelque peu en pâture le ministère des Finances et compagnie. On doit se rappeler cette affaire de Kobe Kounché et ramener ça sur je crois que c'est pertinent. Je crois que les gens n'ont pas eu cette idée. Ce que tu dis est pertinent. D'accord. Alors, je prends votre carton là-dessus. Bon, c'est blanc. En dehors de l'idée de faire du mal
à un probable candidat, je crois que... Est-ce que quelqu'un qui a l'étoffe, on devrait plaindre quelqu'un qui a l'étoffe d'un présidentiable, même s'il s'en défend et qu'il dit que le fauteuil ne l'intéresse pas. Moi, je retiens qu'il dit qu'il travaille. De chez toi. Moi, je retiens qu'il dit qu'il travaille à être prêt. Donc, on va dire qu'il a le dos large pour... Un problème de chez toi, dans tous les cas, je vais en parler. Qui dit qu'on n'est pas capable de dormir à la belle étoile, ne devient pas fou. Voilà. Si tu commences pas à rentrer dans le profil de... Allez, moi je pars sur un petit carton jaune parce qu'en soi, on peut reconnaître que la Cour des comptes fait ses premier pas et qu'elle n'a pas encore l'étoffe d'une cour qui a toutes les armes pour savoir comment les déployer et comment les déployer. Et même si des personnes essayent de mettre des bâtons dans les roues à la cour et à ses partenaires, il faut reconnaître que c'est dans la gestion que moi j'ai eu un petit souci parce que cette conférence de presse qui est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, qui a coïncidé avec le communiqué dans la même journée de la Cour des comptes, m'est resté en travers de la gorge. Et les acteurs au cours de cette conférence de presse également, je les ai trouvés un peu pas trop dans leur rôle parce que quand une cour vous interroge, vous vous mettez à disposition, vous répondez, mais vous ne donnez pas des leçons à la cour. Cette méthode-là, il faut revoir cela. Et donc, on se retrouve pour le Melting Pot dans quelques secondes avec le même plaisir. À tout de suite. Nous sommes de retour pour le Melting Pot et le Melting Pot aborde justement Yarigo, Odile, Écureuil Cadet qui justement, contrairement à nos écureuils 11 nationales, nous ont plutôt mis la semaine dernière dans une sorte de morosité, d'état d'esprit assez en berne. Cette semaine, on va dire que avec nos athlètes et nos écureuils cadets, on a plutôt le vent en poupe et l'esprit au taquet parce qu'on se rend compte que du côté des 800 mètres et consorts, nos guépards font des merveilles du côté des terrains. Alors, tout de suite, on va aller du côté de Yarigo Noélie et d'une autre dame, et on va retenir que elle s'appelle Odile Arouanwanou. Voilà, j'ai fini par avoir le nom. Donc Odile Arouanwanou qui s'est offert la médaille d'or au championnat d'Afrique d'athlétisme jeudi dernier en île Maurice. C'est au tour donc de Noélie Yarigo dimanche dernier d'obtenir sur le 800 mètres du Grand Prix Folksam Sollentuna 2022 en Suède la médaille d'or justement de cette discipline de 800 mètres dames. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, quoi qu'on dise. Au moins nos guépards, même si on a les écureuils, les guépards, pourquoi on n'appelle pas nos écureuils guépards au fait? Non mais en fait le guépard de la Pendjari, ça fait joli, non? En fait c'est pas nouveau, hein. Dans les sports individuels en général les Béninois brillent. C'est dans les sports collectifs qu'on a des problèmes. En boxe, avant même les deux là, en boxe, on avait déjà fait des Soweto et compagnie. Non, même récemment, on a encore quelqu'un qui... oui, celui avec qui, oui, absolument, c'est vrai. Dans les sports individuels, je ne sais pas s'il y a une interprétation à ça, bon, bref. Donc, on peut quand même se réjouir, garder espoir, comme tu l'as dit, parce que les écureuils cadets, on les a vus jouer. C'est pas le football extraordinaire et tout, mais ce qu'on cherche en fait à cette étape, c'est ce qu'on avait dit par rapport aux écureuils, c'est la combativité. C'est des gens qui ont défendu le maillot, qui ont défendu les couleurs. En réalité, le public n'est pas plus exigeant que ça. C'est-à-dire que quand on joue, on gagne ou on perd. Personne ne dit que les écureuils doivent toujours gagner et tout. Mais il faut perdre avec la manière. Voilà. Et quand les cadets ont perdu avec la manière, vous avez vu pratiquement que les Béninois ont même le sentiment qu'on a gagné. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a de l'espoir. Le vrai problème, c'est quoi? C'est la transition entre les cadets, les juniors et les seniors. C'est que dans le parcours, tous ces cadets bientôt vont disparaître. Donc du coup, je me dis, mais quel est le couloir qu'on met en place, la chaîne de transmission
qui fait que celui qu'on a vu parmi les cadets, on a une certaine chance de le retrouver un jour parmi les juniors, ensuite parmi les seniors. Ce n'est pas la première fois qu'on a des cadets qui font des merveilles. On a eu des juniors également qui ont fait des merveilles, mais on ne les a jamais retrouvés parmi les seniors. Donc c'est là qu'il faut peut-être voir. Il faut peut-être voir la chose. Je vais aller du côté de notre amoureux des stades pour aborder la prestation de notre 11 national cadet. Avec cette équipe ivoirienne où on est sorti en émerveillant quand même si c'était quand même un score serré, c'est 3-2, quoi qu'on dise, mais c'est déjà quelque chose, et comme le disait si bien Tibour Sadagbe, c'est leur combativité, ce volontarisme, cette niaque. Oui, ce don de soi. Voilà. Que des écureuils, des petits écureuils, on arrive à faire culbuter le grand éléphant. Je crois que c'est un exploit, comme l'a dit Dagbe. Et la transition dont il parle, je crois que c'est là où se trouve le nœud même du problème. Vous vous rappelez, Omoto aussi, junior béninois à l'époque, avait joué sur le même terrain que Lionel Messi, lui-même junior à l'époque. Mais par la suite, vous avez eu Omoto aussi est déjà jeté quelque part. Pendant ce temps, Lionel continue de briller. C'est une question de discipline, d'hygiène de vie. Quand je prends Azampo dormait dans le même lit que Mané, que ce soit dans l'académie qui les a formés. Ils sont passés en France, puis ils ont migré tous vers l'Angleterre, je crois bien. Mais aujourd'hui, Mané est candidat au Ballon d'Or. Azampo est introuvable sur la Galaxy Football. Tout simplement parce que les nôtres, qui me permettent le thème, ne sont pas très disciplinés et ne savent pas que le football de haut niveau interpelle l'hygiène de vie. Quand vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, eh bien vous ne pouvez pas faire long feu dans le football. C'est ça qui nous arrive. Maintenant, comme l'a souligné Tivi Sadagbe, il y a cette niaque-là, cette volonté-là qu'on doit sentir sur le terrain. Récemment, pour les 2 rencontres qui ont été passées, les premières et deuxièmes journées, on n'a pas vu des écureuils décidés, des écureuils qui voulaient jouer. On a vu des gens qui méritent qu'on leur fasse des choses pour ne pas dire que j'adoube le chargement dont ils ont été l'objet récemment. Mais quand je prends un Jodel qui, le lendemain déjà, retire ses photos de la toile où il est en maillot, je dis, il y a un problème de conscience. Et c'est là où j'interpelle la fédération et le ministère. Il est temps qu'on trouve un coach psychologue pour nos écureuils. Parce que psychologiquement, ils ne sont pas dans le timing nécessaire. Ils ne sont pas dans la chair du joueur qui veut réellement représenter une nation. Donc, nécessité de leur trouver un coach psychologue. Ils ont été éliminés, mais pourtant, tout le monde est content. Parce qu'on se dit quand même... Oui, on se dit quand même, ils ont défendu, ils se sont battus et tout. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce que le public est compliqué que le public s'en prenait aux écureuils. C'est ce genre de... je ne sais pas quel mot, le public s'est senti insulté. Donc, par une sorte de défaitisme qu'ils assumaient. Alors on va aller rapidement sur l'attitude et le comportement de Jodel Dossou justement, et c'est sur ça qu'on va clore l'émission. Comment expliquer ça? Moi je crois que pour tous les joueurs qui doivent devenir des internationaux, il y a une étape qui est obligatoire. Il faut leur expliquer ce que c'est que le drapeau. Ce que c'est que porter le maillot national. Les couleurs nationales. Ça, c'est très important parce que quand vous voyez quelqu'un comme Sadio Mané, vous savez, nous, d'ici, on se dit c'est le Sénégal, mais Sadio Mané est Casamançais. Quand on dit que quelqu'un est Casamançais, connaît l'histoire du Sénégal et tout, la guerre du Casamance et tout, c'est pas simple. Mais pourtant, vous voyez comment il porte le maillot sénégalais. Sur les Casamançais, en fait, il y a le séparatisme casamançais. Donc, on a été baigné dans ça depuis l'enfance. Sadio Mané est de la Casamance. Mais pourtant, il a beaucoup de respect pour le maillot du Sénégal. Ouais. C'est-à-dire quand il est pratiquement... Il se sublime quand il porte le maillot du Sénégal. Alors, Jodel n'est pas à sa première... Bourdin, on va dire. Il y avait déjà cette histoire où il était sorti alors que l'entraîneur du CE ne l'avait pas autorisé. Vous avez vu il avait parlé de la maladie de sa mère. La vidéo très virale de Samuel Eto'o qui a circulé. Oui, où on le voyait haranguer. Moi, je crois que ce discours, on peut reprocher à Samuel Eto'o de l'avoir tenu, mais quelqu'un devrait le tenir.
Il fallait que quelqu'un Et tienne ce discours. En l'absence d'une personne pour leur tenir ce discours, je l'ai dit la dernière fois. Mais ton ami, le président de la fédération de football, pourquoi on le voit à peine? Non, on le voit bien entendu, mais on fait des photos, quoi, on le voit vraiment pas dans le vestiaire en train de... Vous n'allez pas changer le cours de mon intervention, je ne vais pas répondre à cette question. Il faut que tu répondes. Non, je vais répondre. Mais comment tu veux parler de football? C'est mon père, donc je ne vais pas répondre à cette question. Ah bon? Non, c'est une affaire de père. Soit dit en passant, est-ce qu'on peut saluer ton père ce soir? Donc lui, c'est notre oncle. Oui, notre père ce soir. Bon, il devient notre père ou qu'est-ce qu'on fait? Non, attendez. Non, mais là, je demande qu'on salue le papa de Takou, et Takou veut en même temps qu'il devienne notre père. Oui, c'est sur le plateau que tu nous annonces que c'est ton père, alors que... Franchement, bon, le public a tellement de choses contre lui. Laissons-se signer et parlons de dessous. Non, on a fini l'émission. L'émission est terminée. Non, l'émission est finie. On n'a plus le temps. Non, c'est fini. Il n'y a plus d'analyse. Non, juste prendre votre carton. Il n'y a même plus. C'est pour ça que je faisais dire les coucous. Par rapport au fait qu'on a quand même les cadets. On a les cadets, les filles qui nous ont. Les cadets, c'est du vert, mais les filles, vous savez, bon, comme les athlètes femmes. C'est quand même des médailles d'or. Non, pas de rondeur, je ne regarde pas trop. Ah ouais. Est-ce que c'est... Enfin, est-ce qu'on pourrait dire, avec beaucoup de pessimisme, que les cadets, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de prendre les défauts? Les mauvaises habitudes qui sont encore... Est-ce qu'ils vont s'améliorer ou bien est-ce qu'ils vont... Non, on va trouver... Je suis persuadée que vous allez donner un verre à tout ça, parce que là, on a fini l'émission. Non, tu veux regarder les guépards. Voilà, les guépards, on leur donne un verre, nos cadets, on leur donne un verre. Mais comme vous le dites si bien, on espère que nos cadets ne vont pas bientôt se comporter comme des Judel, parce qu'ils sont devenus de petites stars, vont commencer par nous taper leur caca nerveux, leur caca. On les envoie au camp. Donc franchement, on n'a déjà pas encore des stars et ils ont des comportements de stars. C'est vraiment dommage. Des caprices de stars, c'est même l'expression ça. Et puis, il y a le président de la fédération qu'on aimerait quand même voir ailleurs qu'en train de poser pour des photos et ceci. Le voir vraiment dans les vestiaires en train de... C'est grâce à lui qu'on a voilà, donc, et puis, on va faire un clin d'œil au vrai père de Takou. Et lui-même, il sait pourquoi on lui fait le clin d'œil, puisqu'on l'aura tout à l'heure aussi. Donc, comment allez, à la semaine prochaine. Merci à la prod. Merci à vous, chers chroniqueurs, et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, bien sûr. Merci. On vous aime.